Hello tout le monde! Oh là là! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors je vous l'avais promis avant de partir en vacances, aujourd'hui on se retrouve avec un update lecture où je vais vous parler de romans, vu que la dernière fois j'ai pas mal parlé de graphiques. Et aujourd'hui je vais vous parler de 4 romans. Clairement, il y a du très bon, il y a du bon, et il y a du vraiment moins bon. Donc c'est bien, on a un petit peu de tout. Et je me dis, pour changer un petit peu, je vais d'abord vous parler du très bon. Je vais vous parler d'une lecture que j'ai faite là pendant mes vacances. Je l'ai commencé avant de partir en vacances et je l'ai terminée sur place. C'est une lecture que j'ai faite en lecture commune avec Perfect Flow et Camelot Magicadou. Et on a lu tous les trois Célestopol 1922 de Emmanuelle Chastelière. C'est paru aux éditions L'Homme sans nom. Et vraiment, ça a été une lecture de qualité supérieure. J'ai juste adoré. Alors avant de vous parler de mon ressenti et de ce que j'ai aimé dans ce roman, enfin dans ce recueil de nouvelles, je vais d'abord vous parler de l'histoire et de la forme parce que, comme je viens de vous le dire, c'est un recueil de nouvelles. Dans Célestopol 1922, en fait, on va se balader dans la ville de Célestopol. Célestopol, c'est une ville qui a été érigée sur la Lune dans une temporalité alternative à la nôtre. En 1922, où l'homme a découvert une nouvelle ressource naturelle qui s'appelle le sélénium et qui vient de la Lune. Et le sélénium a permis d'ériger la ville de Célestopol, donc sur la Lune, sous un dôme qui crée une atmosphère artificielle pour que tout le monde puisse respirer et juste vivre en fait. Et cette ville de Célestopol, elle est dirigée par le duc Nikolai. Le duc Nikolai qui vient de Russie, parce qu'il y a de très fortes influences slaves dans ce roman, enfin dans ce recueil. Et pendant 13 nouvelles, on va découvrir la cité Sélène, donc la ville de Célestopol, qui est vraiment remplie d'enjeux aussi bien politiques que sociaux. C'est une ville qui est vraiment pleine de mystères et qui est habitée par des personnages hauts en couleurs et très divers et variés. Et vraiment, j'ai adoré ce voyage sur la Lune. Donc on a 13 nouvelles qui sont interconnectées les unes avec les autres. Il y a certains personnages qu'on va revoir plusieurs fois, qui vont être là dans plusieurs nouvelles. Il y en a certains qu'on va croiser de loin. Dans une description, on va reconnaître un personnage dans un bar qu'on a vu quelques nouvelles auparavant, et d'autres qui vont vraiment être là, qui vont être partie prenante des enjeux de ce recueil. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avec ces 13 nouvelles, on aborde plein de thèmes très différents. Vraiment, on va nous parler d'enjeux politiques, on va nous parler de guerre nucléaire, on va nous parler d'espionnage, mais à côté de ça, on va nous parler de mystères liés au pharaon. On va nous parler de personnes qui auraient le pouvoir de manipuler la chance des autres. Vraiment, ça part dans plein de thématiques sans jamais se perdre. Donc, c'est pas un truc en mode je pars dans tous les sens et on s'y retrouve plus. Non, vraiment, il y a un fil rouge derrière et j'ai vraiment adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on a 13 nouvelles avec des enjeux divers et variés, mais on a aussi 13 ambiances très différentes. Parfois le recueil flirte avec le roman d'espionnage, parfois avec le roman d'aventure, parfois avec le roman d'horreur, le thriller. Vraiment, chaque nouvelle a une ambiance très différente et j'ai adoré ça. J'ai adoré tous les personnages. Aussi bien ceux qu'on a croisés que dans une seule nouvelle, que ceux qui reviennent plusieurs fois. Je pense par exemple aux personnages de Arnourn et Wojtek, qui sont des genres de mercenaires qui travaillent pour le duc Nikolai et qui vont effectuer plusieurs missions dans le recueil. On suit aussi le personnage de Ajax, qui est un robot qui travaille aussi pour le duc Nikolai, et je pense que c'est le personnage que j'ai préféré dans tout le recueil. Et voilà, vraiment je suis hyper enthousiaste parce que je ne m'attendais pas à aimer autant. Moi de base, les recueils de nouvelles, c'est pas toujours très facile, j'ai beaucoup de mal. Je pense par exemple au Sorceleur que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier parce que le format nouvelle fait que j'étais pas hyper enchanté, et là vraiment ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, je veux juste lire d'autres nouvelles de Emmanuelle Chastelière que j'ai découvert grâce à ce recueil, parce que autant je le connaissais de nom, autant je n'avais jamais lu ce qu'il avait écrit avant. Et Emmanuelle Chastelière a sorti, il y a quelques années déjà, un premier recueil de nouvelles qui s'intitule juste Célestopol.
Et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu et c'est pas grave du tout. Ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier 1922 à sa juste valeur. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Emmanuel avant de le commencer et il m'a dit « T'inquiète pas, tu peux les lire dans l'ordre que tu veux. » Et vraiment, ça m'a posé absolument aucun problème. Mais par contre, là, je vais très très vite aller lire cet autre recueil de nouvelles parce que j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de retourner dans la ville de Sélestopol et j'espère très très sincèrement que Chastelière aura l'opportunité de nous sortir un 3e recueil parce que voilà, je veux juste en savoir plus et je veux savoir ce qui va se passer dans la ville de Sélestopol après les 2 dernières nouvelles de 1922 parce que voilà, ça a l'air fou. Bon, et on va continuer à parler de bonnes lectures. Je vais vous parler d'une lecture qu'on a fait tous ensemble durant le mois de juillet, puisque au mois de juillet, on a lu tous ensemble Le Passage de Justin Cronin. C'était la lecture commune du mois de juillet. Et clairement, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que très bientôt, il y aura un live pour en discuter un petit peu plus. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne suis pas encore sûr de la date. Par contre, je pense qu'au moment où je la monte, la date sera fixée dans ma tête. Donc, elle s'affiche juste là, sous vos yeux ébahis. La date que vous voyez là, ça sera la date où on fera un live sur YouTube pour échanger tous ensemble et puis pour discuter un petit peu plus de cette lecture commune. Mais avant ça, voilà, je voulais revenir brièvement dessus. Pour ceux qui sont totalement passés à côté, Le Passage, c'est une trilogie de Justin Cronin, une trilogie post-apo, où on va suivre en même temps l'apocalypse et en même temps ce qui se passe dans notre monde 100 ans plus tard. Alors je vais peut-être pas m'aventurer à vous résumer toute l'histoire parce que c'est quand même très dense, c'est très compliqué à résumer, mais pour vous la faire simple, on va suivre principalement dans Le Passage le personnage de Amy. Amy qui au départ est une petite fille de 5-6 ans qui malheureusement va être abandonnée par sa mère qui aura vécu une vie absolument atroce. Et d'ailleurs, je préfère vous le dire, le roman est pas toujours facile, c'est vraiment un roman adulte et parfois c'est très éprouvant, je trouve. Et en gros, le personnage de Amy va se retrouver un peu au cœur d'un complot scientifique qui se passe aux États-Unis. En gros, le gouvernement va faire des tests, le gouvernement va créer un virus qui normalement devrait pouvoir guérir n'importe quelle maladie et n'importe quelle forme de cancer. Sauf que ce virus a un effet secondaire assez problématique, puisque ce virus transforme ses hôtes en vampires, mais pas le vampire en mode Edward Cullen. On est vraiment plus sur le vampire en mode énorme créature avec des ailes, des griffes, le truc qu'on n'a pas envie de croiser la nuit. Pas comme Edward Cullen donc. Et donc voilà, vous allez me dire comment est-ce qu'une petite fille peut être mêlée à tout ça. Je préfère pas vous le dire parce que vraiment il faut pas en dire trop sur ce livre pour l'apprécier à sa juste valeur. Mais voilà, on va suivre cette jeune fille qui va se retrouver mêlée à tout ça. On va suivre la fuite un petit peu de ces vampires de ce laboratoire qui va donc mener le monde à sa perte. Et ensuite, on va avoir une énorme ellipse de 100 ans dans le futur où on va découvrir comment les hommes font pour se relever et surtout pour survivre. Et voilà, c'est très bien fait, c'est très bien mené, c'est très bien écrit. J'ai adoré la psychologie de tous les personnages qui sont vraiment pas clichés. Je trouve que tous les personnages sont très originaux et très bien trouvés. Il y en a une multitude et c'est peut-être un point, on va dire, un peu négatif. Il y a vraiment beaucoup de personnages, peut-être même parfois trop. Moi, au début, je me suis senti perdu. Après, très vite, on s'y fait et on se remémore qui est qui. Mais on va dire que le plus gros point noir du passage de Justin Cronin, c'est certainement son rythme. Parce que c'est un roman qui prend son temps, donc il y a énormément de longueur. Il y a vraiment beaucoup de fois où je me suis dit, allez, on patauge là, j'ai envie qu'on avance. Et surtout, eh bien, il y a cette ellipse de 100 ans qui arrive à un tiers du livre. Sauf que un tiers de 1000 pages, eh ben, c'est quand même beaucoup. Et on va dire qu'au moment de cette ellipse, on a vraiment cette sensation de... Ah, j'ai l'impression de reprendre un incipit, j'ai l'impression de redécouvrir des personnages, un roman entier en fait, des nouveaux enjeux, des nouvelles psychologies, une nouvelle temporalité, une nouvelle culture. Et donc j'ai eu cette désagréable sensation de recommencer un livre à zéro alors que j'étais à plus de 400 pages du livre. Donc ça peut freiner, et je sais que ça a freiné pas mal de personnes dans la lecture commune. Néanmoins, ça vaut le coup de s'accrocher et de continuer sa lecture parce que tout le reste est très bon. Comme je le disais, c'est une lecture un peu en dents de scie. Cependant, les 200 dernières pages sont juste dingues et vraiment, j'ai adoré
ma fin de lecture. On va dire que j'ai bien aimé l'intégralité de ma lecture, mais j'ai particulièrement aimé la fin du livre et j'ai juste trop hâte de lire la suite. Suite que je possède déjà, j'avais déjà la suite, donc le tome 2, j'ai pas encore le tome 3, mais voilà, je pense me lancer très bientôt dans le tome 2 parce que le tome 1 a été vraiment un très bon voyage et j'ai hâte de découvrir la suite. Et je vais m'arrêter là pour ce roman parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà pas mal dit. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va approfondir tout cet avis pendant le live. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, ne loupez pas le live qui arrive très bientôt. Bon, et je me dis que avant d'enchaîner sur un livre que j'ai encore aimé, on va peut-être faire une petite parenthèse et je vais vous parler de cette lecture qui m'a quelque peu déçu. Juste après avoir lu Célestopol 1922, je me suis lancé dans la lecture du Temps qu'il fait à Middenshot. C'est de Edgar Mittelholzer, c'est publié aux éditions du Typhon et le livre est absolument magnifique. Vraiment, cet objet-livre, il est sublime et c'est bien pour ça, je pense, que j'ai craqué. Vraiment, on a des petites illustrations. La couverture, elle est magnifique. Je ne connaissais pas les éditions du Typhon, mais clairement, je pense que même si je n'ai pas particulièrement aimé ce livre, ça reste une maison d'édition que je vais suivre de près. Et d'ailleurs, j'ai très envie de m'offrir Le Chien Noir, qui est une réécriture du conte de Barbe Bleue qui est sorti chez eux. Mais bref, c'est pas le sujet. Et on va plutôt parler de ce livre, Le Temps qu'il fait à Middenshot. Avant de vous en parler, j'ai envie de vous parler brièvement de l'auteur. Je me suis un peu renseigné sur lui. Edgar Mittelholzer, c'est un écrivain caribéen. Il est né en Guyane. Et c'est un métis. Sauf que c'est un métis qui penché plutôt vers le noir plutôt que vers le blanc. En gros, c'était quelqu'un qui, ça se lisait sur son visage, quoi, qu'il était métis. Et durant sa vie, il en a énormément souffert. Il a beaucoup souffert du racisme et du rejet des autres parce qu'il est né en 1909 et il est décédé en 1965. D'après ce que j'ai lu, c'était quand même une personne très torturée, qui était dépressive et qui a vraiment vécu des choses pas drôles dans sa vie, à tel point qu'il a fini par se suicider en s'immolant par le feu. Ce qui est une forme de suicide, je trouve, extrêmement violente. Et voilà, je pense que c'est une personne qui a vécu une détresse psychologique très forte, qui a vécu le rejet de l'autre. Et ça se ressent dans le temps qu'il fait à Middenshot. Et c'est pour ça que je ne le recommande absolument pas à des personnes qui peuvent être sensibles. Sensibles dans la mesure voilà, qui peuvent être très rapidement, se sentir mal à l'aise dès qu'on parle de violence, de racisme, de viol, de meurtre, de torture, parce que ce sont des thèmes qui reviennent très souvent dans le temps qu'il fait à Middenshot. Et voilà, si vous y êtes très sensible, eh bien voilà, je vous mets un petit warning, ne lisez pas ce livre, ça va pas vous faire du bien. Alors, au niveau de l'histoire, le temps qu'il fait à Middenshot, ça va nous dresser un tableau de 5 personnages en particulier. Il y en a d'autres dans le livre, mais on va vraiment suivre ces 5 personnages-là. On va tout d'abord suivre la famille Jarrow, qui vit dans le petit village de Middenshot. La famille Jarrow, c'est une famille très étrange et très atypique. Et de toute manière, vous le verrez, ce roman, il a un côté très burtonien. Vraiment, on a des personnages très décalés, un peu loufoques, et c'est toujours très morbide. Donc la famille Jarrow, elle est composée du père, de la mère et de la fille. Le père est un personnage très désagréable, très lunatique et complètement fou. Il a vécu un accident de voiture très grave qui l'a rendu vraiment complètement dingo. Il a une peur bleue des bruits de moteur depuis son accident, donc voilà, c'est pas facile à vivre tous les jours. Et depuis son accident, il est aussi persuadé que sa femme est morte. Alors que sa femme est bien là dans le foyer familial, mais c'est comme s'il ne la voyait pas, comme si voilà, il ne l'entendait pas, il ne la voyait pas. Et il ne s'adresse à elle que quand il fait des séances de spiritisme. C'est-à-dire qu'une fois ou deux par semaine, il se dit « Allez hop, on sort la planche de Ouija et on fait du spiritisme ». Et c'est seulement dans ces moments-là qu'il voit et qu'il parle avec sa femme, parce que pour lui, elle est morte. Sa femme, parlons-en, c'est une personne très effacée, qui subit un petit peu toutes les affres de son mari et qui se complaît un petit peu dans ce malheur-là. Elle m'a un petit peu fait penser au personnage de Wendy, je crois que c'est son nom, la femme dans le film Shining. Elle a vraiment ce côté zombie sur pattes qui se laisse faire, sauf que elle, on dirait qu'elle prendrait presque du plaisir à se faire marcher dessus comme ça par son mari. C'est une personne très étrange.
Et au milieu de ce couple, eh bien, il y a leur fille, Grace. Grace qui est... j'ai pas le détail de son âge, mais je dirais qu'elle a 40 ans, voire 50 ans. Et elle vit toujours chez ses parents, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de vie à elle. Et sa vie consiste à supporter son père, à dire oui au moindre de ses désirs. Et voilà, c'est un petit peu son jouet. C'est une personne qui m'a fait très très mal au cœur dans ce livre. Et Grace, elle est éperdument amoureuse de son voisin, Monsieur Holm, et on va parler de lui maintenant. Monsieur Holm, qui est donc le voisin d'Ed Jarrow et qui est un ex-flic, qui est très étrange et qui a des vues sur Grace. Donc voilà, les deux personnages se cherchent un petit peu. Et on va suivre un cinquième personnage dont j'ai oublié le nom, c'est fou ça, alors que j'ai terminé le livre aujourd'hui. Mais en gros, le cinquième personnage, c'est la femme de ménage de Monsieur Holm, qui est une jeune femme très femme fatale, très séduisante, et qui essaye de séduire Monsieur Holm, qui lui n'a Dieu que pour Grace, donc la fille d'Ed Jarrow. Donc voilà, vous avez un petit peu ce tableau dressé donc dans la ville de Middenshot, et un jour, eh bien, il y a un fou furieux, qui va s'évader d'un asile proche de la ville de Middenshot, et qui va y élire domicile, et une série de meurtres va commencer. Et voilà, la ville de Middenshot va être plongée un petit peu dans ce brouillard, dans cette sphère, un petit peu dans cette spirale de meurtre et de violence. Et on va suivre un petit peu comment ces 5 personnages vivent cette série de meurtres. Sur le papier, ça a l'air d'être extrêmement bien. Et vraiment, quand j'ai commencé le livre, j'ai beaucoup aimé le début de ma lecture. Il faut savoir que le livre est divisé en 3 parties. La première partie s'intitule Brouillard, la deuxième s'intitule Pluie, et la dernière s'intitule Neige. La partie brouillard m'a beaucoup plu. Il y avait vraiment ce côté très sombre, très burtonien, très glauque, assez violent de manière verbale. C'est surtout le père, Monsieur Jarrow, qui est extrêmement violent dans ses propos. Il parle sans cesse de viol, de torture, de démembrement. C'est vraiment assez malaisant à lire. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas une bonne lecture d'été, hein, ce livre. C'est vraiment un livre qui est fait pour être lu courant novembre. Ou genre en février-mars, pendant une journée bien pourrie. Mais voilà, donc la première partie, j'étais en mode, ok, j'ai l'impression de lire un truc un peu Tim Burton, version un peu plus trash, très malaisant. J'avais vraiment une sensation de malaise très forte quand je lisais ce livre. Mais je me suis dit, voilà, ça a l'air étrange, j'ai envie d'en savoir plus, surtout que la 4e de couverture nous vante un récit tout en tension qui pose la redoutable question de quel est notre rapport à la violence. Donc je me suis dit, ok, on va creuser cette question, ça va nous emmener plus loin. Et en fait, que nenni. Que nenni, parce que la partie 2, Brouillard, m'a complètement perdu, et elle porte très bien son nom. Dans cette deuxième partie, Edgar Mittelholzer, il nous perd complètement, et ça se voit que c'est fait exprès. On a des chapitres entiers de dialogue. Imaginez un dialogue très rapide, avec des phrases très courtes, pendant 5-6 pages, dans une pièce qui est remplie de 5 ou 6 personnes, sans qu'on ne vous dise jamais qui parle et qui s'adresse à qui. Vous imaginez le bazar? Eh bien, ça arrive de très nombreuses fois dans ce recueil, ce qui fait qu'il y a des moments, j'étais complètement largué, je ne comprenais plus rien. Vraiment, je ne comprenais plus rien. On a parfois des scènes, on a une scène qui se passe dans une maison, et on a une deuxième scène qui se passe dans la maison d'à côté, et on n'a aucune indication dans les dialogues qui nous font comprendre qu'on n'est plus avec les mêmes personnages, ni dans le même lieu. Vraiment, la partie brouillard plonge le lecteur dans le brouillard. Donc ça m'a un peu dérangé, mais je me suis dit, bon, il y a un truc derrière, c'est sûr, genre il y a un moment, ça va aboutir. Et en fait, dans la 3e partie, pas du tout. J'ai eu vraiment cette sensation pendant l'intégralité de ce roman que l'auteur faisait une succession de figures de style, de figures narratives très étranges pour nous perdre. Il n'arrête pas de revenir sur des propos très violents, très malaisants. Et je me suis dit, voilà, c'est une succession de trucs malaisants ou qui nous perdent. Et au final, ça nous mène à rien. Voilà, il y a pas... J'ai pas senti de « ok, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça ». Non, je me suis senti perdu jusqu'à la fin et j'ai refermé ce roman en me disant « bon, ok ». Je sens qu'il y a un sous-texte, je sens qu'il y a des messages. Dans la dernière partie, on sent qu'il creuse la question de la violence et aussi qu'il traite la question de l'eugénisme, qui est quelque chose de très important dans ses écrits, et on le ressent.
Mais je sais pas, ça a pas pris, ça m'a pas plu, ça m'a plongé dans un profond malaise. Il y a certains passages que j'ai lus presque en diagonale tellement ça me dérangeait. C'est dommage, ça n'a pas pris alors que je fondais beaucoup d'espoir dans ce roman. Donc je ne relirai pas de sitôt un roman de Edgar Mittelholzer. Par contre, comme je vous le disais, j'ai quand même à cœur de découvrir d'autres publications, des éditions du Typhon, parce que ça a l'air d'être quand même des éditions qui publient des livres qui sortent de l'ordinaire. Bon, super, on adore, je viens de me taper un petit problème de batterie, mais normalement tout est revu dans l'ordre. J'espère que le trépied a pas trop bougé. Je pense pas. Bon allez, et puis on va terminer cette vidéo avec un dernier livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà et dont j'ai envie de vous parler depuis longtemps et je sais pas, j'ai pas eu le temps, donc je ne vous en parle que maintenant. Il s'agit de La vie invisible de Hadi Larue, c'est publié aux éditions Lumen et c'est de Victoria Schwab, édition qui est d'ailleurs très jolie je trouve. Les éditions Lumen ont fait un très joli travail, même si ça a beau être joli, ça s'abîme pour rien. Genre la jaquette s'est déchirée dans mon sac parce que voilà, c'est une jaquette en papier calque. Oh, j'aime pas abîmer mes livres. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais pas trop le manipuler pendant que je vais vous en parler. D'ailleurs, cette review arrive un petit peu tard et j'imagine qu'il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont déjà lu. Mais si ce n'est pas déjà fait, voilà, je voulais vous en parler un petit peu. On va donc suivre Hadi qui vit en France dans les années 1700-1707, je crois. Et Hadi, elle vit dans une petite ville, elle est très curieuse, c'est une jeune fille qui aime beaucoup voyager, elle est très proche de son papa qui crée des petites figurines en bois, donc elle l'accompagne sur les marchés, tout ça, voilà, c'est une famille assez, pas pauvre, mais pas non plus riche, quoi. Ils vivent vraiment dans un petit village à Vion-sur-Sarthe, voilà, perdu un peu en France. Et Hadi va grandir et un jour, ses parents vont lui dire « Bon, maintenant, c'est bien beau, le marché, les machins, mais ça, c'est fini. Maintenant, il va falloir que tu te trouves un mari. » Et il lui trouve un mari et elle se retrouve à vivre un mariage forcé. Voilà, on est en 1700 en France. À l'époque, les droits des femmes, c'était pas ouf. Et Hadi, elle va fuir un petit peu ce mariage, le jour même d'ailleurs de la cérémonie. Et elle va se perdre en forêt. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais Hadi, elle est très influencée par une femme de son village, une femme qui fait un peu office de sorcière, qui vénère les anciens dieux, parce que voilà, on est à une époque où le catholicisme est déjà très fort, mais voilà, elle c'est un peu l'outsider du village, et elle fait des offrandes aux anciens dieux pour qu'ils l'aident à réaliser ses souhaits et ses désirs. Et elle a toujours mis en garde Hadi, parce que Hadi est très réceptive à cette manière de communier avec les anciens dieux, mais elle lui a toujours dit ne t'aventure jamais à discuter avec les dieux qui ne répondent que la nuit, parce que en gros il va t'arriver que des malheurs. Sauf que le jour où Hadi fuit son mariage, elle va se perdre un petit peu dans la forêt, et la nuit va tomber assez vite sans qu'elle s'en rende compte, et elle va se retrouver à prier pour que quelqu'un l'aide, pour qu'un des dieux l'aide, et un dieu va se présenter face à elle, un dieu qu'on pourrait apparenter au diable, et en gros il va lui faire signer un pacte dont elle ne découvrira les enjeux qu'après l'avoir signé. En gros, Hadi veut être indépendante, elle ne veut dépendre de personne et elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Et en gros, eh bien, ce dieu va lui offrir le don de l'immortalité. Donc Hadi va pouvoir vivre indéfiniment, sauf qu'en contrepartie, personne ne se souviendra jamais d'elle. Ce qui fait qu'elle va vivre une vie extrêmement solitaire, parce qu'en fait, elle va pouvoir parler aux gens, elle va pouvoir faire des rencontres, sauf que dès que ces personnes vont changer de pièce, ou vont dormir, ou vont la quitter du regard, je sais pas, pour aller faire pipi, et bien quand ils reviendront, ils ne se souviendront pas d'elle, vraiment comme si c'était la première fois qu'ils la rencontrent. Comment voulez-vous vivre dans un monde où personne ne se souvient de vous? Comment voulez-vous avoir un logement si votre bailleur ne peut pas se souvenir de vous? Comment voulez-vous avoir un travail si votre employeur ne peut pas se souvenir de vous? Comment vous voulez avoir des amis s'ils ne se souviennent jamais de vous? Vraiment, Hadi va vivre comme une misérable, pendant plus de 300 ans, parce que le livre commence dans les années 1700, et en fait on va avoir une double temporalité où on va suivre Hadi en 1700 et Hadi en 2014 ou en 2015, je ne sais plus, à New York. Donc voilà, on va suivre
toute sa vie d'immortelle. On va découvrir comment elle a quitté la France, comment elle a quitté Paris pour aller à New York. On va suivre avec elle eh bien, toute l'évolution de l'Europe et du monde. Elle va croiser des figures et des personnages célèbres et elle va essayer tant bien que mal de les influencer ou tout du moins de poser un petit peu, de laisser une trace en fait dans le temps, même si techniquement c'est impossible. Et voilà, moi j'ai trouvé ce récit très poétique, très prenant. C'est très lent et il faut vraiment aimer les livres qui posent une ambiance et des personnages complexes. Ne vous attendez pas à avoir 1 milliard de révélations et des retournements de situation pendant le livre parce que c'est pas le but du livre. Le but du livre, c'est vraiment de poser une ambiance et de nous montrer comment le personnage de Addie va se transformer, comment est-ce qu'elle va évoluer dès lors qu'elle va se rendre compte que la mort pour elle n'est plus une éventualité et qu'elle va vivre le restant de sa vie seule. Alors seule, peut-être pas, puisque alors c'est écrit au dos du livre, donc je ne vous spoile rien et je ne vais pas trop vous en dire, mais un jour à New York, Addie va croiser un homme, elle va discuter avec lui, je ne vous dis pas pourquoi, et elle va le revoir quelque temps plus tard et, impensable, cet homme va se souvenir d'elle. Dès lors, pour elle, ça va être un mystère à résoudre parce que sa malédiction fait que personne ne peut se souvenir d'elle. Et un jour, voilà, cet homme va se souvenir d'elle. Comment, pourquoi, ça, le livre va nous le dire. Et c'est vraiment une très belle histoire, une très belle histoire d'amour parce que, vous en doutez bien, les deux personnages vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Très bien écrit. C'est aussi un roman qui est très inclusif et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu parce que je m'y attendais pas. Et voilà, je vais pas trop vous en dire dessus, mis à part que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde et que certaines personnes ont trouvé ça un petit peu lent et qui n'ont pas forcément aimé le personnage de Addie. Moi je me suis beaucoup attaché à elle, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai beaucoup aimé son évolution et même si en soi il se passe pas énormément de choses dans le livre, eh bien c'est une ambiance qui m'a vraiment emporté et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est pas un livre tout fin, hein. Il fait 700 pages et pourtant je les ai pas vus passer et j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, très poétique, très beau, avec plein d'émotions. D'ailleurs j'ai versé mes quelques petites larmes sur la fin. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que je vous recommande, sauf si vous avez envie d'un truc qui pète et qui bouge de partout, parce que, je vous le redis, c'est vraiment pas le but du livre. On est vraiment là pour suivre une histoire lente, paisible, mais qui pourtant prend aux tripes. Bon, et puis voilà, je vais m'arrêter là pour cette update lecture qui est déjà bien assez long, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal parlé. En même temps, j'avais pas mal de choses à dire sur ces livres, et comme d'habitude, je vais faire le montage et je vais me dire « Ah, mais j'ai oublié de dire ça » et tout, parce que, par exemple, je sais que Addie la Rue, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, et j'aurais dû prendre plus de notes pendant ma lecture pour vous en parler un peu plus en détail. Néanmoins, je pense que vous avez compris que le livre m'avait beaucoup plu. Enfin bref, ça a été vraiment un plaisir de tourner cette vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de roman et ça fait du bien. Avant de vous laisser, je vous fais une petite piqûre de rappel si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, mais il y a peu, j'ai activé les souscriptions sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et donner 99 centimes pour m'aider à acheter du nouveau matériel, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez souscrire directement dans la barre d'infos ou sinon il y a un petit bouton rejoindre quand vous allez sur la chaîne. Enfin voilà, c'est juste pour me donner un petit coup de main, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucune obligation. Bref, là-dessus, moi je vais vous laisser, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera certainement ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que ça approche à grands pas, enfin le mois de septembre approche à grands pas, donc il faut que je m'active. Là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!